Donc, notre prochain professeur du jour, c'est Antonio Zadra, qui est aussi chercheur au CEAM et professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal. Antonio a une expertise sur l'étude des rêves, du somnambulisme et de l'activité EEG pendant le somnambulisme. Donc, je l'ai invité à venir présenter aujourd'hui. Donc, tu peux peut-être déjà préparer ta présentation. Qu'on voit déjà, qu'on voit que tu es rendu un habitué dans l'enseignement par Zoom. Alors, c'est bon? Oui, je te laisse la parole. Alors, parfait. Alors, moi, je vais vous parler d'une autre parasomnie, particulièrement le somnambulisme. Et ce que je vise à faire, c'est de vous raconter un peu une histoire de comment notre compréhension de la pathophysiologie du somnambulisme a évolué par l'entremise de différentes techniques d'analyse de signal de EEG, donc les différentes choses que vous êtes en train d'apprendre dans cette école d'été. Alors, les parasomnies, encore, je reviens, ce sont des événements physiques, des comportements ou des expériences qu'on peut avoir au cours de la nuit, soit pendant qu'on s'endort, pendant qu'on dort, ou la transition entre le sommeil et l'éveil. Ça peut être normal, il y a différentes parasomnies chez l'enfant, ou ça peut induire des blessures, parfois très graves, de la détresse psychologique. Les parasomnies aussi, on peut les classifier de façon très générale en fonction dans quel stade de sommeil ils surviennent. Alors, Jean-François vient de vous donner une excellente présentation sur le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Donc, c'est une parasomnie reliée au sommeil paradoxal. Il y en a qui sont, contrairement, reliés, eux, au sommeil lent profond, donc au stade N3. Le somnambulisme en fait partie. Je vais vous parler de somnambulisme, mais il y a souvent un chevauchement important entre les terreurs nocturnes et le somnambulisme. Et beaucoup des patients qui souffrent de terreurs nocturnes font aussi du somnambulisme et l'inverse est vrai. Alors, je vous le mentionne comme ça. Donc, le somnambulisme, parasomnie reliée au sommeil non REM, il y a des comportements moteurs qui peuvent être calmes, agités, ça peut être très complexe. Les gens viennent souvent consulter suite à des blessures, souvent graves, ou s'ils ont détruit de la propriété. Il y a un peu comme le RBD, mais il y a plus de cas aussi avec des implications médico-légales, des cas de meurtre, de tentatives de suicide, de tentatives d'homicide. Il y en a plus d'une vingtaine à travers le monde déjà documentées. Mais en général, pendant les épisodes, les patients ils ont une désorientation, peuvent peut-être reconnaître une personne ou pas dans le temps, dans l'espace. Ils peuvent percevoir des choses mais mal les interpréter. Donc, il y a une perception de l'environnement extérieur qui leur permet aussi de naviguer, de quitter la maison, de descendre des marches, des choses comme ça, manipuler des objets. Mais des fois, et si j'ai le temps, je vais vous donner quelques exemples à la fin, mais ils peuvent euh, mal percevoir des objets. Alors, peut-être pendant un épisode, le cadre qui est accroché sur un mur dans la noirceur devient un trou par lequel il y a un gaz qui est en train de rentrer dans la maison, un gaz nocif. Donc, pour le somnambule, c'est essentiel de sortir de la maison, sortir les enfants, la conjointe, conjoint, et ainsi de suite. Et il peut y avoir une amnésie rétrograde qui est variable, c'est-à-dire des fois, les somnambules vont se souvenir de leurs épisodes, des fois partiellement, et chez les enfants, on sait habituellement l'amnésie, elle est assez complète. Alors, tel que je le mentionne, c'est une parasomnie reliée avant tout au stade N3, donc qui survient surtout en début de nuit, malgré qu'il y a peut-être une vingtaine, 20% des épisodes qui peuvent aussi survenir en stade N2. C'est plus fréquent chez les enfants que chez les adultes, où la prévalence est à peu près de 2 à 4%. Et il y a quand même une majorité de somnambules adultes qui le sont depuis, qui sont plus jeunes. Et on sait aussi qu'il y a des facteurs génétiques auxquels je vais revenir à la toute fin, qui peuvent jouer un rôle dans la pathophysiologie de cette parasomnie. Alors, un des premiers modèles mis de l'avant, c'est par Roger Broughton à la fin des années 60, dans un article dans Science.
qui dit que ces types de parasomnie-là sont en anglais disorders of arousal, en français un trouble de l'éveil. Et donc, c'est vraiment un trouble où le cerveau a une difficulté de faire la transition entre le sommeil lent profond et l'éveil et est pris dans un stade intermédiaire qui donne lieu aux épisodes. Et il dit, on sait que c'est ça parce qu'on peut prendre des enfants, les mettre debout pendant qu'ils sont en sommeil lent profond et s'ils ont une disposition à avoir des épisodes, induire des épisodes ou bien les induire avec des bruits externes pendant qu'ils sont en sommeil paradoxal, en sommeil non-REM, excusez-moi. Et donc, l'idée, c'est que leur sommeil est somme toute normal. C'est vraiment quand il y a quelque chose qui vient les perturber pendant qu'ils sont en sommeil lent profond, une personne normale va se réveiller. Un somnambule peut avoir de la difficulté à faire cette transition et se retrouver dans un état qui correspond à l'épisode. Alors, une des premières choses qui a été faite pour essayer de mieux comprendre la pathophysiologie, c'est quelque chose que vous allez voir dans un cours bientôt, l'analyse spectrale de EEG. C'est une façon d'essayer de quantifier la puissance de EEG en fonction d'une fréquence précise. Ici, étant donné qu'on parle d'une parasomnie associée au sommeil lent profond, c'est surtout la fréquence de delta qui nous intéresse le plus et on parle ici de l'activité à ondes lentes ou la puissance du EEG en delta qui est fortement en lien avec le sommeil lent profond. Donc ça, c'est une des premières choses qui a été investiguée par un groupe de Sacré-Cœur. Ça faisait partie de la thèse de Hélène Gaudreault il y a déjà de ça quelques temps. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une courbe qui présente pour les sujets contrôle versus pointillés, les somnambules, la puissance des ondes delta, l'activité à ondes lentes, à travers les premiers cycles de sommeil non-REM. Et ce qu'on voit, c'est que la puissance est quand même beaucoup plus faible chez les somnambules que chez les sujets contrôle, surtout dans les premiers 2 stades de sommeil. Et ça semble être dû au fait que les somnambules, même quand ils n'ont pas d'épisode, ont plus de micro-éveil quand ils sont en sommeil lent profond. Alors, ils ont plus d'éveil, des choses que vous avez vues, comment faire le scoring brièvement la semaine dernière, que les sujets contrôle. Et ça vient, si on veut, fragmenter l'activité à ondes lentes. Alors, ça, c'est une des premières caractéristiques qui nous a permis de comprendre, OK, il y a des choses particulières qui se passent au-delà des épisodes chez les somnambules. Étant donné qu'il s'est mis à avoir cette fragmentation, ça nous a aussi amené à se demander si on prive des somnambules de sommeil, on sait que c'est chez des sujets normaux, il y a un effet rebond sur le sommeil lent profond une fois qu'on se permet de dormir. Quel serait l'effet chez les somnambules? Alors, les somnambules, contrairement à des sujets contrôle, ont encore plus d'éveil de micro-éveil en sommeil lent profond dans leur nuit de récupération, mais non seulement ça, le nombre d'épisodes qu'ils vont avoir augmente aussi. Et donc, ici, c'est une étude sur en fait, compte 40 somnambules, il y en a 30 ici qui sont présentés, et on voit que à la nuit de base, après la moitié qui ont des épisodes, on passe à 90 en nuit de récupération. Et donc, la privation de sommeil qui met une pression sur le sommeil lent profond fragilise encore plus leur sommeil lent profond, même quand ils ont pendant des périodes de sommeil lent profond où il n'y a pas d'épisode. Ensuite, ce qu'on a voulu voir, c'est est-ce qu'on peut combiner la privation de sommeil avec des stimulations auditives? Je vous ai mentionné le premier article de Roger Broughton qui disait, si on prend des enfants et on leur présente des sons ou on les lève du lit en sommeil lent profond, certains vont avoir des épisodes. Est-ce qu'on peut faire la même chose chez les somnambules? Et la réponse est oui. Alors ici, on voit la fréquence d'épisodes par patient qu'on peut observer dans une nuit normale. AS, c'est des stimulations auditives. Alors, on voit que les stimulations auditives augmentent les épisodes, mais après une privation de 25 heures de sommeil,
on a plus d'épisodes qui surviennent naturellement, mais aussi l'efficacité des stimulations auditives augmente. Alors ça nous a permis de développer un protocole, si on veut, diagnostic en laboratoire. Et ça, c'est utile non seulement pour faire des diagnostics différentiels, mais aussi si on s'intéresse à la psychophysiologie du somnambulisme, on veut pouvoir avoir des épisodes en laboratoire. Alors, par exemple, ici, on peut passer chez le même groupe, 7 épisodes dans une nuit de base à plus de 20 en sommeil de récupération, ce qui nous permet d'examiner qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au niveau du EEG juste avant les épisodes, après les épisodes, et aussi d'avoir une plus grande sensibilité au niveau diagnostic avec ces protocoles-là. Alors, la privation de sommeil, avec ou sans stimulation auditive, est devenue un outil intéressant au point de vue diagnostic pour le somnambulisme. Maintenant, un des premiers marqueurs électrophysiologique du somnambulisme, c'est quelque chose qu'on appelait l'activité, et qu'on appelle toujours l'activité delta hypersynchrone. Alors, vous avez vu que les ondes delta ont une amplitude à peu près jusqu'à 75 microvolts habituellement. Ici, l'amplitude est beaucoup plus grande, alors souvent définie comme 150 microvolts ou plus. Et on dit qu'elle est hypersynchrone parce qu'elle survient sur plusieurs canaux à la même fois et dure au moins 5 secondes ou plus. Alors ça avait été décrit, mais surtout chez les enfants, très peu documenté chez les adultes. Donc, on a voulu étudier, est-ce que c'est vraiment une caractéristique qu'on retrouve au niveau du EEG des adultes somnambules, et est-ce qu'il y en a plus juste avant les épisodes? Et la réponse est oui, il y en a généralement plus chez les somnambules, mais il y en a quand même chez les sujets normaux. On le retrouve aussi dans d'autres troubles du sommeil. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux somnambules. Si on fait une privation de sommeil, il y en a plus, mais il y en a plus aussi chez les contrôles. Et ici, sur différentes dérivations, donc en frontale, centrale, pariétale, occipitale, on voit la proportion de temps passé minute par minute avant des épisodes en laboratoire avec de l'activité hypersynchrone. Et on voit que c'est pas mal stable. Donc, c'est pas quelque chose qui s'accumule avant les épisodes. Alors, ça nous a permis de mettre de côté l'hypothèse que les épisodes sont dus à cette activité à ondes lentes à très grande amplitude et que ce n'est pas spécifique ni aux épisodes ni aux somnambules. Donc, l'analyse de EEG nous permet non seulement de découvrir des choses qui sont uniques à des troubles du sommeil, mais aussi de dire, ah, ça, c'était une hypothèse, puis finalement, non, on peut la mettre de côté, ce n'est pas ce qu'on pensait. Antonio, j'avais une question, Oui, si je peux te couper, oui, là. oui. Ça me paraît quand même un peu contradictoire le fait qu'ils ont tendance à avoir moins de slow wave activity, donc d'activité à ondes lentes quand on fait l'analyse spectrale, mais qu'en même temps, ils ont de l'activité delta de super haute, des ondes lentes de super Oui. grande amplitude qui durent plus de 5 secondes. Est-ce que c'est parce que lorsqu'on regarde un tracé de somnambule, on va voir ces grandes activités-là, cette activité, grande onde-là, puis tout de suite après, l'activité va être vraiment de plus petite amplitude. Fait qu'est-ce qu'il y a plus de variabilité dans le tracé, finalement, qui peut expliquer que quand on fait l'analyse spectrale, ben, ils ont moins d'activité en ondes lentes? Je ne sais pas si ma question est claire, là. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a au moins deux choses qui rentrent en compte. Un, quand même, oui, ils n'ont plus, mais la durée totale passée, elle est quand même petite par rapport à un cycle complet de sommeil non-REM. Donc, ça, c'est une chose. L'autre, il y a quand même tous les éveils, micro-éveils qui viennent interrompre. Donc, tu peux avoir un 5-8 secondes, mais ensuite un micro-éveil et là, l'activité à ondes lentes elle recommence tranquillement versus le sujet contrôle qui, lui, peut-être n'avait pas ces hautes amplitudes, mais qui a un sommeil lent qui n'est pas interrompu. Alors, je OK. pense que les deux facteurs rentrent en compte, mais je pense qu'un des facteurs, c'est vraiment qu'il passe quand même relativement peu de temps dans tout un cycle en ondes lentes et les sujets contrôle aussi, juste un peu moins. Est-ce que c'est parce que est-ce que donc ils sont pas capables d'avoir de la belle activité à ondes lentes
tout le temps. Puis là, tout d'un coup, ils sont capables d'en générer. Puis là, ils ont comme une pression plus forte à générer des ondes lentes. Est-ce qu'on sait pourquoi, dans le fond? Oui, je vais y venir tout à l'heure. C'est une excellente question, mais essentiellement, l'histoire qu'on va raconter dans les 15 prochaines minutes, c'est que les somnambules, ce qui caractérise leur sommeil lent profond, c'est que leur sommeil lent profond, il est instable et se manifeste de différentes façons. Et une façon qu'on pense que le cerveau essaie parfois de compenser par ces mécanismes, c'est justement de générer beaucoup, mais ensuite ça s'estompe. Et donc, tu sais, il y a une grande poussée, puis boum, ça tombe. Et le reste est vraiment instable de par différentes mesures. Merci. De rien. Alors déjà, le même groupe Schenck et Mawald, on a eu la présentation de Jean-François par rapport au RBD, qui ont été les premiers à découvrir le RBD, ont aussi été les premiers à mettre de l'avant 3 patrons d'activité d'EEG en relation avec des éveils, des micro-éveils en sommeil lent profond, incluant des épisodes. Alors, nous, ce qu'on a voulu examiner, c'est est-ce qu'on peut retrouver ces patrons-là pendant les épisodes qu'on a en laboratoire et qu'est-ce que ça peut nous informer sur l'état dans lequel se retrouve un somnambule pendant ces épisodes. Alors, premièrement, il y a près de 20% des épisodes qui contiennent tellement d'artefacts qui perdurent que le EEG est illisible, mais on voit que les patrons 2 et 3 sont les plus fréquents. Et chose peut-être à retenir, c'est que l'activité de delta, qui habituellement on ne voit pas à l'état de veille, donc ces ondes lentes à grande amplitude, on les retrouve dans presque la moitié des tracés des épisodes issus de sommeil lent profond, et même dans les épisodes qui vont avoir lieu en N2. Donc, ça nous indique que le cerveau n'est pas éveillé quand les somnambules ont un épisode, sont dans un état mixte avec des éléments d'éveil et des signaux de EEG qui nous indiquent qu'il y a encore des parties du cerveau où on peut inférer qu'il y a des processus reliés au sommeil. Donc, c'est vraiment un état de conscience hybride entre les deux. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, ici, je vous montre, comme je dis, il y avait les 3 sous-types. C'est un exemple ici de patron 2. Et nous, ce qu'on a pu démontrer, c'est que même les sous-types que Schenck et Mawald avaient juste mentionné comme ils avaient observé, il y a le sous-type 1 et 2 qui étaient plus associés dans nos échantillons avec des événements relativement simples. Les personnes qui s'assoient dans leur lit vont marmonner, pointer au mur, versus des choses, des épisodes plus complexes. Alors, ça nous permet déjà de commencer à différencier différents types d'épisodes en fonction du EEG qui y est associé. Par la suite, il y a eu d'autres études et avec des électrodes intracellulaires, chez des épileptiques, des choses en spectre, mais d'autres types de données qui nous viennent suggérer encore que le somnambule, pendant son épisode, est vraiment dans un état mixte avec des parties du cerveau qui semblent être endormies et d'autres soit complètement ou partiellement éveillées. Finalement, je vous ai parlé des ondes hypersynchrones, mais on peut aussi, dans l'analyse EEG, investiguer quelque chose qui s'appelle des ondes très lentes, des associations lentes à haute amplitude. Et lente, c'est que la fréquence est de moins de 1 Hertz, moins de 1 onde de seconde. Donc, c'est des grandes ondes, mais très, très lentes. Et ce qu'on a pu démontrer dans notre labo, c'est que ces types d'ondes-là, on peut les observer avant les épisodes de somnambulisme. Alors ici, on ne parle plus des ondes hypersynchrones, mais un type d'onde très particulière. Et non seulement ça, mais on les observe chez les somnambules une densité beaucoup plus grande juste avant les épisodes. Et quand ils ont des éveils normaux en sommeil lent profond, il n'y en a pas. Alors, ça semble être un marqueur de quelque chose qui se passe à peu près dans les 20 secondes avant un épisode qui est spontané en laboratoire. Et à l'époque, on comprenait ou on expliquait encore mal la signification clinique ou neurophysiologique de ce type d'onde-là avant les épisodes. Mais ça nous mettait déjà sur la piste que
c'est pas juste qu'il y a quelque chose de soudain et là, il y a un épisode, comme Broughton l'avait proposé, mais qu'il y a dans certains cas quelque chose qui se passe dans le cerveau dans les 10, 15, 20 secondes avant un épisode. Et donc, c'est quelque chose qui s'installe graduellement. Et alors, ça nous fait penser un peu différemment comment on conceptualise ce trouble de sommeil-là. Alors, ces types de données-là, il y en a d'autres. Il y a un groupe en Italie qui étudie ce qu'on appelle le Cyclic Alternating Pattern, d'autres façons d'analyser le EG, mais qui essaie de démontrer est-ce qu'un sommeil non-REM est stable ou instable. Il y a d'autres types de données investiguées chez les somnambules, mais on est parti c'est juste un trouble de l'éveil, c'est-à-dire de transition, entre quelque chose de beaucoup plus complexe et raffiné, juste en examinant le EG. Donc, on dit qu'il y a des anomalies au niveau des ondes lentes, comment le cerveau répond à une privation de sommeil. Il y a cette fragmentation de sommeil qu'on peut observer même dans des nuits où il n'y a pas d'épisode. Et alors, on a commencé à développer des modèles où le somnambulisme est non seulement un trouble de l'éveil, mais vraiment un désordre sommeil lent profond, où le sommeil lent profond, il est instable et fragile, et on peut mettre en évidence cette fragilité-là, par exemple par l'entremise de stimuli auditifs ou bien par la privation de sommeil. Et plus récemment, pour mieux comprendre ces paramètres-là, on a fait quelque chose que vous allez voir vers la fin du cours, c'est-à-dire l'analyse de connectivité fonctionnelle. Alors, c'est une façon de regarder quelles sont les corrélations temporelles entre des événements neurophysiologiques, mais qui ne sont pas sur la même électrode, mais sur différentes électrodes. Alors, quand on fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'analyse spectrale, on la fait sur un signal, on le fait sur un électrode en frontal ou en pariétal, ainsi de suite. Alors ici, on essaie de voir comment différentes régions du cerveau, alors différents capteurs communiquent l'un avec l'autre. Nous avons fait ça avec du EEG, chez un groupe de 27 somnambules qui avaient eu des épisodes en laboratoire. Et ce qu'on a voulu investiguer, c'est que se passe-t-il si on regarde les 20 secondes avant, là où semble y avoir, par exemple, ces ondes lentes qui arrivent. Il y a d'autres personnes qui avaient décrit une augmentation d'activité à ondes lentes juste avant la survenue des épisodes. Et si on regarde 2 minutes avant, en période de sommeil lent profond stable. Et est-ce qu'on peut détecter des changements entre ce qui se passait dans le cerveau 2 minutes avant l'épisode versus 20 secondes? Et donc, la réponse, très sommairement, c'est oui. On peut voir des augmentations dans certains réseaux de connectivité en frontal, en pariétal, sur des fréquences plus longues et une diminution de connectivité dans d'autres régions. Encore là, peut-être ces informations-là semblent abstraites, mais ils vont devenir plus claires au fur et à mesure que votre cours avance. Mais c'est pour vous montrer comment, avec le temps, les méthodes d'analyse se sont raffinées et notre compréhension de ce trouble-là se sont raffinées. Parce que ici, ce que nos patrons nous démontrent, c'est encore là, de façon beaucoup plus élégante, qu'il existe des processus reliés à l'éveil qu'on peut commencer à détecter avant la survenue des épisodes et d'autres qui nous indiquent la présence de sommeil lent profond. Donc, c'est déjà la coexistence entre sommeil et éveil qu'on peut observer pendant les épisodes, mais qui semble déjà s'installer dans les 20 secondes avant les épisodes. Alors, c'est des choses fascinantes qui nous informent sur la pathophysiologie du trouble, mais aussi qui nous permettent d'explorer d'autres questions. Donc, on sait qu'après 80% des somnambules vont rapporter qu'au moins un membre de la famille est affecté. On sait que les jumeaux monozygotes sont 5 fois plus concordants pour le somnambulisme que les dizygotes, mais on ne connaît pas cette prédisposition génétique, c'est une prédisposition à quoi? Alors ici, ces données-là sur le EEG nous permettent alors de
penser, bien, peut-être faudrait regarder des gènes qu'on connaît qui sont reliés à la genèse du sommeil lent profond. Et il en existe, donc ça nous informe même sur qu'est-ce qu'on devrait regarder au niveau génétique. Il y a des traitements qui sont efficaces, dont l'hypnose, ça nous permet de voir si on regarde le EEG et on a un projet qu'on veut faire en EEG haute densité avant et pré-traitement, est-ce que ça vient normaliser ces paramètres-là? Est-ce que ça vient juste atténuer les réponses à des stimuli en sommeil lent profond? Donc, ça a des implications, l'étude du signal EEG, qui va bien au-delà juste du EEG. Ça nous informe sur la pathophysiologie, sur peut-être qu'est-ce qui nous prédispose et pourquoi certains traitements, on devrait les cibler et même pourquoi ils sont efficaces. Anthony, Alors, je te oui, laisse dire tes remerciements, je vais te poser c'est une juste question après. parfait. Alors, les quelques données que je vous ai présentées, c'est tout un groupe qui est derrière ça, surtout les dernières, plus en EEG de connectivité. Alors, il y a plusieurs gens ici qui ont contribué, continuent à contribuer à ces différents projets-là. Alors là, je peux passer à des questions. Un grand merci pour ta présentation. Je pense qu'il va y avoir quelques questions certainement parce que c'est toujours bien, bien intriguant quand on parle de somnambulisme. Il y a une question dans le chat. C'est quelle est la différence dans les comportements entre un sommeil où il y aurait des épilepsies, puis un sommeil où ce serait du somnambulisme ou une parasomnie non REM? Et de un, il y a des différences au niveau de EEG. Alors, quand il y a une crise épileptique, alors l'épilepsie frontale nocturne, par exemple, le EEG est très différent. Alors, tout comme il peut l'être à l'état de veille quand on observe de l'épilepsie, mais au niveau comportemental, quand il y a une crise épileptique, les comportements peuvent être stéréotypés. Alors, en fin de compte, j'ai quelques vidéos même que je pourrais vous montrer par rapport à ça. Mais les somnambules, c'est beaucoup plus, comme je dis, quand ce n'est pas agité, qui vont s'asseoir dans le lit, vont marmonner, vont pointer à un mur, peuvent essayer de sortir du lit. Ce que les gens aussi vont rapporter à la maison, c'est beaucoup plus complexe parce qu'ils peuvent parler à une personne, vont déambuler. Il y en a qui vont se mettre à cuisiner. Il y a des musiciens somnambules qui vont aller sortir leur violon ou se mettre à jouer au piano pendant un épisode. Alors, il y a un niveau de coordination, un niveau de perception, de navigation dans l'environnement qui n'est pas du tout caractéristique d'un épisode épileptique. Et il y a des gens qui souffrent d'épilepsie, qui ont aussi du somnambulisme, et c'est grâce à des études faites avec des implants, des électrodes implantées dans le cerveau pendant le sommeil de ces patients épileptiques-là pour mieux déterminer le foyer épileptique que des gens ont découvert aussi que des parties du cerveau pendant des épisodes, certains sont endormis, certains éveillés de façon beaucoup plus élégante que le EEG traditionnel, si on veut. Merci Antonio. Je suis certaine qu'il va y avoir un intérêt pour regarder tes vidéos après. Donc, on pourra les garder après la période de questions. Il y a Jean-Marc qui a une question, puis après, il y a une question dans le chat. Bonjour Antonio, merci pour ta présentation. C'est toujours très, très sympa de t'entendre. Je ne veux pas te faire commenter sur la victoire des Canadiens de Montréal parce que je sais que ça va être un sujet qui fâche. Mais Non, je m'en réjouis parce c'est bien. que je m'en réjouis, voilà. Je voulais savoir, tu as parlé des ondes lentes très lentes, plus petites que 1 Hertz. Je voulais savoir d'abord quel a été l'ordre de grandeur de la fréquence de ces ondes lentes. Et puis, est-ce que vous les observiez préférentiellement chez les enfants? On ne l'a pas examiné chez les enfants. Alors, cette étude-là, il y a 2 cohortes, mais c'est tous des patients et des sujets contrôle adultes. Nous, ce qui nous a intéressé dans un des groupes, c'était, je crois qu'on avait 14 somnambules de mémoire qui ont eu et des éveils complets et des épisodes dans le premier cycle de sommeil lent profond pour qu'on puisse comparer qu'est-ce qu'il y avait dans les 20-30 secondes avant un épisode ou avant un éveil pour des stades très similaires chez le même somnambule. Et c'est là qu'on a pu voir ces ondes très lentes, on les observe avant les épisodes, mais pas chez le même somnambule
pas avoir un éveil normal. Chez les enfants, j'imagine que ce serait plus fréquent, comme toutes les activités delta haut avec une plus grande amplitude, c'est souvent, même dans le sommeil normal des enfants, plus fréquemment observé. Et ça, c'est des choses qu'on avait fait conjointement avec Julie Carrier, qui avait un intérêt particulier dans les slow wave oscillations et même, il y a des choses plus techniques par rapport aux pentes et ainsi de suite, d'autres mesures qui avaient été développées pour analyser ça. Merci. Merci Antonio. Je vais te lire 3 questions du chat, puis après, il y a Guillermo qui a levé sa main. Donc, la première question dans le chat, c'est est-ce que tu peux discuter des différences entre les réveils confusionnels, terreur nocturne puis somnambulisme? Ah oui, alors les éveils confusionnels, c'est comme le terme le dit, les gens qui se réveillent, mais qui sont dans un état un peu confus de ne pas trop savoir où ils sont endormis, qui est à côté d'eux, ainsi de suite. Ça ne perdure pas très longtemps. Habituellement, vont se rendormir. Les terreurs nocturnes, là aussi, j'ai une vidéo assez dramatique issue du labo. Mais c'est vraiment quelque chose qui arrive très soudainement. Il y a habituellement des cris, une accélération du rythme cardiaque. Les pouls peuvent passer de 55 à 150 en 10 secondes, une accélération fulgurante. Ils sont souvent inconsolables pendant l'épisode. On se met à crier, à hurler. Quand les enfants en font, par exemple, les parents peuvent aller chercher l'enfant, mais l'enfant semble, même s'ils ont les yeux ouverts, de regarder à travers la personne comme s'il n'était pas là. Ont souvent une amnésie complète de l'épisode et c'est quand même plus rare. Et tandis que les somnambules ont les yeux ouverts, naviguent dans leur environnement, peuvent même interagir avec des personnes parfois, peuvent même faire preuve de métacognition, dans le sens de pouvoir même dire, écoute, dans une situation d'urgence, je sais que je fais des épisodes, ça n'en est pas, il faut vraiment aller chercher les enfants et sortir de la maison parce que X, Y, Z. Alors, et encore là, on pense à quel degré ces capacités cognitives-là s'installent, la perception correcte ou erronée de l'environnement dépend justement de quelles régions du cerveau sont un peu plus actives, plus près de l'éveil ou complètement éveillées, et lesquelles demeurent endormies. Même chose pour les réactions émotives et tout, le jugement par rapport à ce qui se passe dans leur environnement. Est-ce qu'on va voir ces 3 conditions-là en comorbidité souvent? Oui, absolument, parce que on pense que c'est vraiment des manifestations d'un même trouble sous-jacent. Alors, tout ce que je vous ai décrit par rapport au somnambulisme semble être vrai par rapport aux terreurs nocturnes aussi. Juste, les terreurs nocturnes sont plus rares à observer aussi en laboratoire. Et il n'y a pas de forme légère de terreur nocturne. Terreur nocturne, le nom le dit, là, c'est vraiment crier. C'est ce que les somnambules peuvent avoir ce qu'on pourrait appeler des manifestations partielles. Hein, c'est pas toujours qu'ils vont sortir, c'est pas toujours qu'ils vont sortir du lit, être agités. Mais les terreurs nocturnes, c'est vraiment un cri, c'est des hurlements et il n'y a pas d'entre-deux par rapport à ça. Et les deux peuvent arriver dans le même épisode. Quelqu'un peut avoir une terreur nocturne suivie d'une déambulation. Alors, une terreur nocturne peut engendrer ou donner lieu à du somnambulisme par après. Et entre un épisode de somnambulisme vraiment agité et terreur nocturne aussi, la frontière peut devenir assez difficile à démarquer. Merci. Il y a une autre question, c'est est-ce que les somnambules ont un sommeil moins récupérateur ou ont besoin de plus de sommeil étant donné les anomalies que tu rapportes dans leur sommeil lent profond? C'est une excellente question, mais les somnambules eux-mêmes, habituellement, vont dire qu'ils sont d'excellents dormeurs, qui s'endorment rapidement, qui dorment bien, qui dorment n'importe où, donc vont se présenter comme des gens qui dorment profondément. Cela dit, il y a de plus en plus d'évidence quand même que, même si ce n'est pas leur motif de consultation, il y a une proportion des somnambules qui semblent souffrir de somnolence diurne. Malgré, il y a une étude avec Alex Deshôtels où on avait regardé un échantillon de plus de 70 somnambules
venus en laboratoire et on ne pouvait rien trouver de corrélationnel entre leur degré de somnolence diurne, soit objective ou subjective, et qu'est-ce qu'on voyait au tracé au niveau des micro-éveils, l'efficacité du sommeil. Euh, donc, ceux qui ont de la somnolence, c'est pas clair à quoi elle est due objectivement, en tout cas dans les quelques nuits qu'on peut les observer en laboratoire. Mais eux-mêmes, leur plainte, c'est pas la somnolence, c'est pas ça qui les amène. C'est soit des blessures ou des blessures à d'autres. Ça, c'est toujours intriguant de voir qu'on a de la difficulté à prédire si une personne va rapporter avoir bien dormi ou pas, basé sur sa PSG, hein. Parfois, on va le voir aussi dans la prochaine présentation. Il y a une autre question, c'est est-ce que le somnambulisme chez l'adulte, c'est toujours pathologique? Donc, est-ce qu'on parle de pathologie à partir du moment où ça arrive à une certaine fréquence ou récurrence, ou dès qu'on a des épisodes, on est considéré comme somnambule? Non, je dirais pour bien des somnambules, c'est pas pathologique dans le sens où ça cause aucun problème, aucun désagrément. Ça peut être à la rigueur pour certains, ils trouvent ça drôle parce qu'ils se réveillent, ils sont couchés dans leur chambre, mais ils se réveillent dans le salon, ont un souvenir vague qu'ils ont fait quelque chose, mais ça devient vraiment problématique quand ils se mettent en situation de danger, mettent d'autres personnes en situation de danger. Euh, ou bien font des comportements qui vont venir déranger les personnes avec qui ils dorment ou cohabitent. Mais dans bien des cas, c'est assez bénin. Ce l'est dans la majorité des enfants. C'est certain que les gens qui viennent consulter à la clinique, c'est parce qu'ils ont un historique de blessures ou qui ont détruit de la propriété. Je me souviens, il y a bien des années, il y avait quelqu'un qui est arrivé et quand je pense que c'était Jacques ou Alex qui leur avait demandé pourquoi ils venaient consulter maintenant. La personne avait dit, ben, c'est le troisième téléviseur que je casse parce que il y a toujours un intrus dans sa chambre et il y a un téléviseur dans sa chambre. Alors, il prend un téléviseur et il le pitch à l'intrus et il n'y en a pas. Mais disons que pour la conjointe, ça réveille un peu mal de se réveiller avec le bruit d'un téléviseur qui frappe le mur. Alors, c'est plus des choses comme ça ou des gens qui se sont blessés qui les amènent à consulter. Il y a un autre phénomène intéressant parce que il y a aussi un manque de perception de douleur physique pendant leurs épisodes. Alors, il y en a qui se blessent grièvement, mais se recouchent. Alors, même se casser une jambe, il y a des cas, des gens ont eu des lacérations vraiment importantes et c'est juste au matin qu'ils réalisent qu'ils sont en train de saigner, qu'ils ne peuvent pas marcher, pas pendant la blessure qu'ils ont eue pendant l'épisode. Alors, c'est quand même fascinant. Alors, c'est plus ces cas-là extrêmes qui les amènent à consulter. Et dans bien des cas, contrairement au RBD, où il y a une évolution, dans bien des cas, chez les adultes, ça va s'estomper parce qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, on a de moins en moins de sommeil lent profond. Cela dit, il n'y a aucune étude qui a fait un suivi de somnambule à très long terme. Donc, on ne le sait pas parce que les épisodes disparaissent, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre. Et comme Jean-François l'a mentionné, c'est juste quand les gens ont commencé pour la RBD à faire des suivis qui ont dit « Ah bon, OK, ça semble être lié à ces maladies neurodégénératives 10-15 ans plus tard. » Et ça, chez d'autres parasomnies, ça n'a jamais été fait d'avoir une cohorte suivie. Qualité du sommeil ou d'autres phénomènes, donc on ne le sait pas. Merci Antonio. Je vais laisser la parole à Guillermo. Bonjour Antonio. Bonjour. Bonjour. Ma question va dans la même longueur d'onde que celle que j'ai posée à Jean-François. Est-ce qu'il y a des instances de rêve lucide en somnambulisme ou même est-ce que c'est possible d'avoir un rêve lucide en sommeil lent profond ou c'est un phénomène propre au sommeil paradoxal? En tout cas, en laboratoire, ça a toujours été en sommeil paradoxal ou bien lors d'un endormissement en N1, quand les gens utilisent, ça s'appelle le Wake Back to Bed. Euh, et pour répondre à la question aussi que tu avais mentionnée par rapport au RBD, les patients RBD sont généralement plus âgés et l'habilité de rester lucide, on la voit bien plus souvent chez les ados, les gens dans la vingtaine, trentaine, mais plus rarement dans la cinquantaine, soixantaine. Et donc, moi aussi, je suis assez sceptique. Est-ce qu'on pourrait utiliser ça pour moduler les comportements et tout? Parce on arrive difficilement à le faire avec des gens en santé, en
en bas âge pour des troubles, par exemple, pour les cauchemars idiopathiques. Et alors, le somnambulisme, qui est vraiment N3, là, pour moi, ce serait quelque chose de non, parce qu'ils ne sont pas en train nécessairement de rêver, ils sont en train de sont pas immersés dans leur monde virtuel comme en RBD où la personne a les yeux fermés, est en train de se battre avec un inconnu, mais dans leur monde onirique, et il y a une trame narrative, mais ils sont déconnectés du monde extérieur. Le somnambule, lui, est engagé avec son environnement immédiat. Hein? C'est pour ça qu'il peut ouvrir une porte, qu'il peut prendre un objet quelconque, aller voir quelqu'un, monter des escaliers, ainsi de suite. Ils ne sont pas en train de rêver, mais c'est un état de conscience altéré. Et je pense que Merci. devenir lucide, dans ce cas-là, c'est d'être réveillé. OK. Enfin, votre article sur la cohérence imaginaire, la cognition fonctionnelle en somnambulisme, c'est quoi la référence pour le livre? C'était qui l'auteur? Alors, ben, il y en a deux, mais celle-là, ça a été dans Sleep 2017-2018. Je pourrais te l'envoyer. OK, Pas super. de mémoire, mais c'est Marie-Ève Desjardins qui est l'auteur, la première auteure. Merci. Merci, Antonio. Il y a une autre question dans le chat. Quelle est la durée maximale d'un épisode de somnambulisme? Surtout que tu as parlé du fait qu'il y avait eu des meurtres qui avaient été commis pendant un épisode. Puis donc, voilà, la durée. Documenté ou qu'on a une bonne idée au moins une demi-heure. Alors, ça, c'est un cas extrême. Et le cas de meurtre, c'est de Ken Parks qui a été acquitté d'homicide involontaire. C'est quelqu'un qui a quand même pris son auto. Ça aussi, ça va être long à expliquer, mais qui a conduit une certaine distance. Les gens disent, ben, comment tu peux conduire? C'est en train d'endormir. Mais encore là, c'est un chemin qu'il parcourait à tous les jours. Et ce que je dis aux gens, si vous prenez toujours le même chemin tous les jours pour vous rendre au travail, à l'université, peu importe, là, pour vos études, vous pouvez le faire, en guillemets, en mode automatique. Hein. Quand vous arrivez à votre travail, si quelqu'un vous dit est-ce que la lumière sur le coin était rouge, verte, peut-être que vous n'en souvenez pas. Alors, vous pouvez naviguer un environnement qui vous est connu. Les somnambules, par exemple, souvent, quand ils se blessent, c'est pas quand ils sont chez eux, mais quand ils dorment à l'hôtel ou ils font du camping. Alors, on pense que là, le mapping de leur environnement, parce qu'il est nouveau, c'est là qu'ils risquent de se blesser, de frapper une table, de marcher contre un mur, ou d'autres blessures, comme je dis, que s'ils font dans la nature, qui ne sont pas dans leur milieu. Mais le cas de Ken Parks aussi, c'en est un autre où, bon, il est allé, il a poignardé sa belle-mère une vingtaine de fois, presque tué son beau-père. C'est une longue chose, aussi publiée, bien documentée. Il y a plusieurs facteurs aggravants qu'on sait qui sont en lien avec du somnambulisme. Ce que j'ajouterais, c'est que malheureusement, la défense de somnambulisme est utilisée surtout en Europe, en Angleterre, pour des crimes, souvent de nature d'agression sexuelle, où la personne n'était pas somnambule, la personne était peut-être saoule, et ça, c'est pas une défense d'être sous. Oui. Mais ça, c'est un autre débat, et de là l'importance de commencer à avoir des méthodes diagnostiques ou des patrons de EEG qui nous permettraient de mieux différencier des somnambules des non-somnambules. Mais même un somnambule peut être un criminel. Le problème est de savoir dans quel état était la personne quand le crime a été commis. Alors, mais ça, c'est d'autres discussions plus médico-légales assez complexes. Mais au moins une demi-heure, la réponse courte. Jean-Marc, tu as une main levée, mais je ne sais pas si c'est juste un oubli ou si c'est une autre question. C'est un oubli. C'est un oubli. Là, je suis hésitante à passer à un autre cours par rapport au à l'hypersomnie. Mais peut-être que je pense que j'irai plus pour tes vidéos, Antonio, puis je parlerai peut-être d'hypersomnie puis de narcolepsie de façon fragmentée dans les prochains cours plutôt que d'essayer de présenter un message aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous convient tous. Faites-moi un signe si le plan vous convient ou pas. Là. Je vois des oui. Là.
Mais peut-être avant, Antonio, je vais m'en profiter donc pour te poser une question, vu qu'on Oui. a maintenant du temps tout d'un coup. C'était mon erreur hein, d'avoir voulu mettre des sujets aussi intéressants en aussi peu de temps. C'est impossible finalement de parler de TCSP et de somnambulisme en aussi peu de temps. C'est trop intéressant. Je me demandais s'il y avait eu des études sur les fuseaux de sommeil dans le somnambulisme en stade 2, 3. Tu sais, étant donné qu'on parle d'une instabilité du sommeil, puis que les fuseaux, souvent, ça va servir à stabiliser le sommeil. Est-ce que ça a été documenté? Alors, pas de grande façon. Alors, il y avait un étudiant avec Alex Desautels qui a commencé à examiner cette question-là. Mais non, ça n'a pas encore été étudié de façon systématique chez les somnambules. Mais les données préliminaires semblaient soulever des anomalies dans la fréquence de distribution des fuseaux chez les somnambules. Alors, peut-être aussi que c'est pas juste une instabilité qu'on voit surtout en N3, c'est peut-être ça parce que c'est N3 qu'on a surtout étudié et même dans l'ancienne classification, les gens étudiaient surtout le stade 4. Hein. Maintenant, 3 et 4 a été combiné, mais c'était le stade 4 qui était le plus important que le stade 3 et que, en termes d'étudier la pathophysio. Mais je pense qu'il y a peut-être des choses vraiment intéressantes, mais qui n'ont pas été encore étudiées parce que les gens sont peu intéressés au stade N2. Et même dans les articles plus récents, souvent on dit ah, les épisodes surviennent uniquement en sommeil lent profond. Non, il y a près de 20% des épisodes qui surviennent en N2 aussi. Ah, c'est intéressant. Alors, Ça, c'est vraiment à faire, donc, d'aller regarder les fuseaux. oui, Sur oui, une grosse oui. cohorte. Parfait. S'il y a d'autres questions, vous pouvez soit lever la main ou les mettre dans le chat, mais en attendant, Antonio, je peux peut-être te laisser partager ton écran si tu veux nous présenter des Je vais vidéos. voir parce que je ne l'avais pas inclus dans cette présentation-ci, mais j'en ai une autre où j'en ai quelques-uns. Alors, je vais fermer ça. Alors, je vais commencer avec, tiens, voilà, j'en ai deux. Je vais partager l'écran. La seule chose, je ne sais pas si le son va fonctionner, parce que la dernière fois que j'ai essayé de faire ça, on n'avait pas de son. En tout cas, moi, j'en avais, mais pas vous. Alors, ici, c'est quelqu'un, bon, c'est un somnambule qui essaie de quitter, et en passant, les électrodes qui tirent sur le cuir chevelu, ça fait très mal. C'est pas quelque chose qui s'est plaint à ce moment-là. Et ici, on va voir un exemple d'une terre nocturne et je ne pense pas que vous avez de son. Je peux peut-être Non, je essayer. pense qu'il aurait fallu que, avant de partager, je pense que tu indiques mettre le son, là. Je- Je suis en train de regarder, mais... C'est peut-être même avant de partager ton écran qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, puis un petit un bouton à cliquer au moment où tu sélectionnes ton PowerPoint, là. Il y a un bouton à cliquer dans le bas. J'ai les paramètres audio, mais en tout cas, je vais vous montrer au moins la vidéo. Vous n'allez pas entendre les cris, mais vous pouvez l'imaginer. C'est parfait. Parce que je ne veux pas non plus prendre trop de temps. Alors, ici, vous allez voir, vous avez le tracé de G qui est à droite sur l'écran. Alors, vous voyez des ondes delta à grande amplitude. Et ensuite, vous allez voir que très soudainement, la personne va avoir vraiment une réaction où elle va se mettre à hurler et plus tard, elle va dire qu'elle pensait c'est une jeune dame qui pensait qu'il y avait un serpent qui l'étranglait et qu'elle était en train de mourir. Alors, vous allez voir que c'est à quoi ça ressemble.
Et quand elle sort, l'aspect dramatique, c'est vraiment, elle est en train de juste hurler. C'est des cris, comme ça se faisait poignarder, là. Alors assez dramatique. Mais alors, très différent des types de vidéos, par exemple, que Jean-François vous a montré tout à l'heure par rapport au RBD encore. Si vous voulez voir une épilepsie nocturne, je peux vous en trouver une, mais est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant? Je vais voir, j'en ai une ici. Moi, je vais en poser une question, c'est Sonia. Quand tu dis qu'il y a des épisodes en N2, est-ce que les gens ont regardé si c'était, mettons, du N2 vraiment très clair, là, de presque pas d'ondes lentes, ou si c'était juste une question qu'on se rapprochait du N3, mais qu'on a dû laisser en N2? C'est une excellente question. À ma connaissance, non, ça n'a pas été examiné, mais personnellement, je pense qu'on est probablement beaucoup plus près du N3, mais qu'on n'arrive pas au critère de 20% dans le delta dans une partie de tracé. Donc, je dirais que c'est une question empirique, c'est-à-dire on a des données qu'on pourrait examiner par rapport à ça, mais je penserais que c'est beaucoup plus vers la fin d'un stade de N2 avant de transitionner vers N3 officiellement qu'en tout début, par exemple, de N2. Mais non, ça n'a pas été examiné, mais que je trouve intéressant et ce qui me laisse croire que c'est probablement très similaire, c'est aussi quand je parlais des patrons de G qu'on peut observer pendant les épisodes, c'était les mêmes patrons, les mêmes distributions que les épisodes avaient lieu en N3 ou en N2. Alors, je pense que l'état électrophysiologique dans lequel le patient se retrouve pour donner lieu à des patrons de EG pendant l'épisode, je pense que les substrats ne doivent pas être si distincts l'un de l'autre. Mais c'est une excellente question, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer d'examiner. Bon, non, là, je ne retrouve pas. Là, j'ai du RBD, j'ai dans les vidéos. Désolé. Okay, ben, je pense que en tout cas, tes autres vidéos étaient bien impressionnantes. Ah, mais c'est celui aussi de l'épilepsie nocturne, c'est aussi assez évoquant comme vidéo, mais je ne le vois pas. Je vais juste essayer un autre. En tout cas, j'espère au moins avoir bien démontré comment l'analyse du EEG, ce que vous êtes en train d'apprendre, nous informe sur plein de choses par rapport non juste au sommeil normal, mais notre compréhension de différentes pathologies du sommeil qui vont bien au-delà de juste décrire ce qui se passe. Mais merci beaucoup, Antonio. C'est vraiment fascinant, le somnambulisme. Puis il y a vraiment beaucoup de choses qui restent à faire au niveau de l'analyse EEG, puis l'analyse du signal, finalement, qu'on va voir dans les prochains cours. Donc, dans les prochains cours, on va donc s'attaquer aux aspects vraiment techniques. Puis on veut qu'on soit capable de faire ces analyses-là, mais de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait les analyses du signal. Dans chacun des cours, on va reprendre des exemples de la vraie vie de chercheurs. Donc, je vais en profiter pour parler de l'hypersomnie, de narcolepsie, d'hypersomnolence en général. Je fragmenterai donc cette information-là dans les prochains cours pour venir vous montrer comment on l'utilise en recherche. Donc, la semaine prochaine, on va voir un premier cours sur l'analyse spectrale. Peut-être que vous en avez déjà fait, l'analyse spectrale, mais je pense qu'on va être capable de vraiment décortiquer toutes les étapes et tous les paramètres
l'analyse spectrale, puis qu'est-ce qu'on mesure vraiment quand on fait de l'analyse spectrale. Donc, j'en profite pour remercier à nouveau nos deux profs du jour, Jean-François et Antonio, puis pour vous remercier d'avoir été là. On a un grand public avec un public interactif en plus, donc c'est super. Donc, merci tout le monde, puis à la semaine prochaine.